Et juste après vous, on va installer à présent le débat matinal, le forum de discussion. On s'intéresse bien évidemment au combat des femmes pour l'autonomisation. C'est bien le sujet au cœur du forum de discussion. À tout de suite. Qu'elles soient écrivaines, femmes politiques, sages-femmes, enseignantes connues ou inconnues, les femmes africaines luttent en effet depuis des décennies pour faire valoir leurs droits, accès à l'éducation, au même métier que les hommes, à la terre, côte de la famille. Le Bénin ne manque pas non plus de ces Amazones 2.0, voire même 3.0, j'allais dire, qui combattent pour l'épanouissement du genre féminin. Les femmes prennent la parole ouvertement dans les médias, sur les réseaux sociaux, partout dans l'espace civique pour évoquer leurs conditions. D'autres préfèrent manœuvrer dans l'ombre pour changer les choses. Assurément, ce sont elles les plus nombreuses. Quels sont les combats les plus urgents à mener? Quelles sont les revendications des jeunes générations Bénin? Le dur combat des femmes pour l'autonomisation. On en parle ce matin avec mes invités ici en plateau. Et pour justement opiner sur cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir Ayodele Oyen. Elle est la fondatrice de Ourami Consulting. Bonjour Ayodele. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ben, un plaisir de vous recevoir par ici. Merci pour l'invitation. C'est un bonheur de vous avoir. Et puis en face de vous, Maître Huguette Bopin-Akadia. Elle est la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. Maître Bopin, qui est comme à la maison. Vous êtes chez vous. Bonjour maître. Bonjour monsieur Améguin. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous? Bien, merci, ça va. J'ai envie de vous souhaiter une bonne commémoration de la journée. J'ai pas envie de parler de fête, j'ai plutôt envie de parler de commémoration parce qu'il s'agit d'une journée de réflexion. Vous convenez avec moi? Je suis d'accord avec vous. D'accord. Merci beaucoup, maître. On aurait pu avoir ce matin, on aurait dû avoir ce matin avec nous Chanceline Mevoanou. Elle est activiste féminine. Elle défend la cause des femmes beaucoup sur les réseaux sociaux, très active donc sur Twitter, sur Facebook, partout pour défendre bien évidemment les femmes. Malheureusement, elle n'est pas là avec nous ce matin. On espère qu'elle va éventuellement nous rejoindre sur ce plateau. Sinon, ce n'est pas bien grave. On mènera donc le forum de discussion à 3, vous et moi, mesdames. Alors, Ayodele Oyen, vous avez un parcours assez atypique en ce sens que lorsque vous étiez enfant, vous avez raconté que vous avez vu votre mère confrontée à de nombreux obstacles pour le développement de sa petite entreprise. Ces multiples défis vous ont inspiré l'idée de créer une structure qui lui permettrait de conseiller et d'accompagner les femmes entrepreneurs pour qu'elles puissent prospérer. Vous avez aujourd'hui réalisé votre rêve, vous dirigez Ourami, qui est une société de conseil qui forme et accompagne les entrepreneuses. Cette mission est d'autant plus précieuse qu'elles sont très nombreuses, on le dit en Afrique, en particulier dans les classes les plus pauvres ou les moins éduquées, où ces micro-entreprises jouent un rôle majeur pour la famille. Et vous êtes aujourd'hui une entrepreneuse qui réussit, enfin vous dites qu'une entrepreneuse qui réussit à 3 fois plus de chances d'envoyer ses enfants à l'école et de les sortir de la précarité. Est-ce que le portrait, il est complet? Il est complet. D'accord. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de nous dire de façon plus pratique ce que vous faites au quotidien pour accompagner les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat à, évidemment, s'accomplir dans ce domaine. Mais avant, je me tourne vers Maître Huguette Bopin-Akadia. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez que de plus en plus, les femmes prennent conscience de leur situation, qu'elles se battent bien plus qu'hier? Oui, je crois que l'expérience que nous enregistrons pratiquement tous les jours depuis la création de l'installation de l'Institut national de la femme, aussi bien que, si je me le permets, mon expérience antérieure de responsable d'ONG, etc., montre bien que plusieurs pas ont été franchis. À la faveur, on va dire, de 2 choses. Les réformes législatives qui ont quand même fait pousser des ailes aux femmes et la sensibilisation qui, elle, est permanente. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Parce que à l'Institut national de la femme, nous enregistrons beaucoup de plaintes de diverses manières, en fait. Déjà, le réflexe de la dénonciation s'installe, n'est-ce pas? On a beaucoup de dénonciations et selon les cas, on garde l'anonymat de ceux qui dénoncent ou il y a des personnes qui dénoncent et qui disent oui, vous pouvez dire que c'est moi. Nous avons maintenant les plaintes, c'est-à-dire que le refus de subir la violence est
est en train de devenir le droit de dire non à la violence, si je puis ainsi dire, est de plus en plus connu des femmes et de plus en plus exercé par les femmes. Nous recevons beaucoup de plaintes. C'est vrai que nous continuons d'avoir 2 catégories de femmes et c'est en cela qu'on fera le lien entre l'autonomisation de la femme et la possibilité qu'elle a de dire non à la violence. Nous avons la catégorie de femmes qui est autonome financièrement, mais probablement pas affectivement, n'est-ce pas, et qui vient porter plainte. Nous avons la catégorie de femmes totalement dépendantes de l'auteur des violences qu'elles subissent et qui, elles, ont besoin vraiment d'être d'abord autonomisées avant d'accueillir favorablement une assistance juridique ou judiciaire. Nous avons même une catégorie de plaintes qui me fait réfléchir. C'est celle de parents, de papa, de maman, qui viennent déposer plainte au nom de leur fille, qui, quoique majeure, mariée, est considérée par ses parents comme étant sous une telle emprise qu'ils sont obligés de porter plainte en son nom ou en leur nom et pour leur compte. Ce qui veut dire que la glace de la réticence à dire non à la violence est en train d'être brisée. Et le fait également que les juridictions compétentes rendent des décisions avec la dernière rigueur où les sentences qui sont prononcées sont exemplaires, font que l'idée qu'on peut faire un certain nombre de choses et rester impuni est également en train de reculer. D'accord. Alors, Maître, vous exercez donc en tant que secrétaire exécutif de l'Institut national de la femme. On a commémoré il y a quelques mois l'an 1 donc, de la mise en place de cet institut-là. En moyenne, combien de plaintes recevez-vous et quelle est la nature de ces plaintes-là? Alors, nous recevons une moyenne d'une plainte, au moins une plainte par jour. Une plainte par jour? Au moins. C'est vraiment le minimum. À la fin d'un mois, nous pouvons nous retrouver à entre 36 et 40 plaintes. Donc, et quand je dis ça, c'est vraiment un minimum. C'est-à-dire que généralement, nous avons au moins 4 à 5 personnes qui viennent et peut-être que le traitement de la plainte de ces 4 à 5 personnes n'est pas total. C'est-à-dire qu'après avoir écouté certaines, on leur donne un rendez-vous, peut-être parce qu'elles ne sont pas vraiment en état de discuter, de répondre ou de dire, disons, de discerner les propositions qu'on leur fait. Mais le minimum, grand minimum, c'est une plainte par jour. D'accord. On sait que vous êtes aussi avocate, vous exercez au barreau du Bénin. Pendant que vous étiez, on va dire, pleinement en fonction, est-ce que vous avez l'impression que les femmes vont porter des actions en justice pour telle ou telle autre préoccupation, ou l'Institut national de la femme aujourd'hui a facilité quelque peu la dénonciation? Oui, nous avons facilité la dénonciation parce que les femmes ont trouvé qu'il y avait un rempart. Et le fait d'offrir une assistance juridique et judiciaire gratuite, je le précise, pour les femmes qui n'en ont pas les moyens, qui sont vraiment économiquement vulnérables, de payer les frais de procédure. Le fait de pouvoir dire à une femme qui est à Nati Tengou, dont la fille a été violée, la fille de moins de 13 ans, donc dossier relevant de la compétence de la criette, le fait de lui payer le bus pour quitter Nati Tengou, venir jusqu'à Port-Novo-la-Criette, de lui offrir des repas à elle accompagnante et à sa fille victime, de payer un hébergement si elles n'ont pas où dormir et de payer le retour, le fait de pouvoir payer des frais de procédure, tous, et de pouvoir, avec le concours des centres de promotion sociale, prendre en charge tout ce qui est médical, social, etc., fait que les femmes se disent, nous ne sommes plus seules. Nous avons quelqu'un qui peut nous accompagner jusqu'au bout. Il reste encore quelques défis à relever, mais les femmes dénoncent de plus en plus, disent de plus en plus non, et disons que l'INF a acquis une réputation, c'est vrai, un peu du grand méchant loup, mais en fait, ça les fait rechercher. Il faut qu'on sache qu'il y a des actes qui ne peuvent plus demeurer impunis. Et il faut qu'on puisse
venir en aide aux femmes qui n'ont pas la possibilité de dire non, peut-être parce qu'elles savent que dès qu'elles vont dire non, leurs affaires sont jetées à la rue et leurs enfants parfois avec. D'accord. Voilà. Alors, on revient à vous dans un instant, maître, le temps de me retourner vers Ayodele, qui, elle, on va dire, elle a créé sa structure. Wourami. Déjà, Wourami, c'est quoi? C'est de quelle langue? Merci. Wourami, c'est en langue yoruba. D'accord. Ça veut dire mon trésor, mon diamant. Parce qu'on considère que les entreprises dirigées par des femmes sont des diamants à l'état brut qui s'ignorent et avec un peu d'accompagnement se révèlent. Alors, selon vous, quels sont les combats les plus urgents à mener au sein des femmes? En termes d'autonomisation, bien sûr. En termes d'autonomisation, il y a plusieurs combats à mener. Les plus importants, je dirais, pouvoir s'assurer que les femmes aident une entreprise vraiment qui pourra tenir. Quelle sorte de l'entrepreneuriat de subsistance? Parce que sur des statistiques, on a vu que 90% des recettes des femmes étaient réinjectées dans l'éducation des enfants ou dans la santé de la famille. Ce qui fait qu'elles ne sont pas crédibles devant les institutions financières parce que même avec un financement, on sait que l'argent n'ira pas dans le business. Quand vous prenez les hommes, ils injectent 40% de leurs revenus dans la famille, ce qui leur donne une marge de pouvoir faire autre chose. Hier, j'avais l'honneur de passer un moment avec une trentaine de femmes venues des 12 départements du Bénin sous l'initiative des ministères de la microfinance et du ministère du numérique et du commerce. Donc, c'était sous le leadership des 3 ministres qui ont invité ces femmes-là pour une formation vraiment sur l'éducation financière et avoir les opportunités pour booster leur entreprise. Il y a 2 mamans du Nord qui disaient « Depuis que nous travaillons et que notre entreprise fait plus de chiffres, il y a plus d'harmonie dans la famille. Les petites disputes avec papa ont diminué. Les petites disputes avec la belle famille ont diminué. On nous considère beaucoup plus. » Et ça, c'est à cette petite échelle-là. Donc, imaginez quand les femmes auront plus de pouvoir d'achat, qu'elles pourront recruter d'autres femmes également victimes de violences, qu'elles pourront recruter d'autres femmes en situation de handicap qui n'ont pas assez d'assurance en elles pour aller chercher de l'emploi. Imaginez tout ce que ça fera comme force dans l'écosystème. Très bien. Et vous êtes dans l'éducation financière, vous accompagnez les femmes, donc certainement vous en recevez au quotidien qui viennent chacune avec peut-être pourquoi pas leurs problèmes, leurs réalités. Comment est-ce quel est l'accueil ou du moins quel est le mécanisme que vous mettez en place pour les écouter, les comprendre et leur proposer des solutions? Merci. Il faut dire que Wourami a une entreprise. Donc, une entreprise qui a pour vocation de faire de l'intérêt, de faire du business. Mais avec toutes les sollicitations qu'on recevait, on a vu qu'on ne pouvait pas adresser toutes les questions. Et on s'est concerté avec d'autres collègues qui étaient chefs d'entreprise également. Et on a mis sur pied l'association Women Impact Network, qui est une association qui accompagne ces femmes-là qui n'ont pas la capacité financière de payer nos services ou qui ne savent pas encore l'impact que notre formation, notre accompagnement peut avoir sur elles. Et les femmes de Women Impact Network vous diront, on ne se sent pas seul. C'est ce que Maître a dit tout à l'heure. Le fait de savoir que les autres femmes, quelle que soit leur couleur, partagent les mêmes challenges que nous. On a quelqu'un qui comprend nos besoins, qui comprend les challenges qu'on rencontre, même quand on n'en parle pas parce qu'elle vit la même chose. Et donc, cette association, c'est vraiment un réseau qui écoute les femmes, qui comprend les femmes et qui les aide à atteindre vraiment leurs objectifs et leur épanouissement par l'autonomisation financière. D'accord. Est-ce que l'épanouissement de la femme passe par l'autonomisation financière? Oui, pour nous, c'est lié. Parce qu'une femme qui n'est pas autonome financièrement, elle n'a pas confiance en elle-même, elle se sent moins que les autres. Et une petite dispute, ça va très mal dans le foyer. Devant ses enfants même, elle n'a pas souvent la légitimité de prendre des décisions ou d'aller à l'encontre des décisions du père parce qu'elle n'a pas de pouvoir financier. Est-ce que c'est le discours que vous tenez aux femmes? Ou quel est le discours que vous tenez aux femmes, j'ai envie de dire? D'accord, là c'est différent. Le discours qu'on tient aux femmes, c'est qu'elles doivent pouvoir s'accomplir et qu'elles doivent trouver leur passion et monétiser leur passion. Les femmes qu'on accompagne, on ne leur dit pas, voilà, allez tous vers le digital, allez tous, on cherche, qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Et on part de cette passion-là et elles sont surprises à la fin de voir que quelque chose qu'elles font simplement, elles peuvent gagner de l'argent. Les premières questions qu'on pose, c'est...
Quel compliment vous faites souvent? Dans votre famille ou vos amis, qu'est-ce qu'on sait que vous savez faire? Pourquoi on vous sollicite? Et comme ça, elles commencent à dire. Mais quand vous leur demandez quelles sont vos compétences, quelles sont vos expertises, elles ne pourront pas vous dire. Mais quand vous leur demandez pourquoi on vous complimente souvent, pourquoi les enfants, les cousins, les tatas disent que vous êtes, en quoi vous êtes bien, vous avez vraiment leur expertise qui sortent. D'accord, très bien. Je reviens à vous dans un instant, le temps de me retourner à nouveau vers Maître Huguette Popé-Akadia. Maître, aujourd'hui, l'État a institutionnalisé quelque peu donc le combat presque pour l'épanouissement du genre féminin. Est-ce que vous êtes d'accord que cela passe forcément par l'autonomisation des femmes-là? Et qu'est-ce que l'Institut national de la femme fait dans ce sens? Je peux vous dire que ça passe par l'autonomisation. Je crois que sur ce plateau, je vous avais dit un jour que pour une femme, une nuit de plus dans sa maison conjugale a été la nuit de trop. Si elle avait eu les moyens de sortir, d'aller passer une nuit à l'hôtel, même dans un hôtel de 8 000, 10 000, elle aurait survécu. Imaginez-vous qu'à l'Institut national de la femme, j'ai reçu une fois une femme qui est venue me voir avec 2 enfants de 3 et 2 ans, chassés de son domicile par son mari. Je lui ai posé des questions. Vous travaillez? Non. J'ai connu mon mari quand j'étais encore au collège. Et pourquoi? Bon, le temps a passé. Mon mari avait dit que j'allais reprendre les cours, mais je ne les ai plus jamais repris. Mon mari ne veut pas que je travaille. Mon mari a saisi mon téléphone, il ne veut pas que je parle avec ma famille. Est-ce que c'est possible ça? Cette femme, quand elle est venue, la première chose dont elle avait besoin, c'était manger et faire manger ses 2 enfants. Quand une femme, manger pour elle, dépend de ce que quelqu'un quelque part est vivant, elle peut la violenter. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'elle ne peut même pas exercer ses propres droits. Le pire, c'est que le mari aussi ne travaillait pas. Et le comble, c'est qu'ils ont 5 enfants. Et que quand j'ai invité le mari pour demander qu'est-ce qui se passe, il m'a dit, je veux ramener ma femme à la maison. Imaginez-vous qu'elle porte le 6e enfant dans son ventre. Une femme de 28 ans, un jeune homme de 32 ans, 6 enfants. Et le monsieur a 4 enfants avec une autre. Et voilà, elle ne travaille pas. En gros, ça fait 10. Franchement, l'autonomisation financière est l'unique planche de salut de cette femme. Parce que c'est ça d'abord qui va lui apporter une autonomisation, je vais dire, psychologique, affective, émotionnelle, qui va faire qu'elle va retrouver, se rappeler qu'elle est quelqu'un d'unique, qui n'a pas de duplicata, dont les empreintes digitales sont uniques, qui est née pour accomplir une destinée. Sans cette autonomisation financière, elle ne peut pas. Sans l'autonomisation financière, une femme battue tous les jours va peut-être venir se plaindre entre le 10 du mois et le 25 du mois, mais entre le 25 du mois et le 5 du mois suivant, elle va courber l'échine, elle va tout accepter parce qu'elle sait qu'elle doit tendre la main, non seulement pour s'occuper de la maison, mais pour manger, pour s'occuper d'elle-même. Donc l'autonomisation financière, c'est le début de la lueur, de l'espoir pour les femmes de pouvoir vivre, s'accomplir et exercer leurs droits. C'est important parce que nous avons aussi une catégorie de jeunes femmes aujourd'hui qui acceptent que le compagnon avec qui elles ne sont même pas encore mariées leur dit « Arrête tes études, je m'occupe de toi ». Et quelques années après, c'est les mêmes qui leur disent qu'elles sont un poids dans leur vie, qu'elles constituent leur karma et qu'elles ne valent rien du tout. Il faut qu'on comprenne que nos jeunes filles, que nos mamans éduquent leurs jeunes filles. Comme disaient nos papas, ton boulot, c'est ton premier mari. Donc nous toutes là, nous avons 2 maris en réalité. Le premier, c'est notre boulot. Et puis nous épousons nos maris biologiques, physiques, avec ce mari-là. Et nous prions nos maris de bien vouloir accepter cette espèce de polygamie pour le salut des femmes. D'accord. Alors, Maître, depuis que vous êtes secrétaire exécutif de l'Institut national de la femme, quel est le cas le plus improbable et le plus, presque, j'ai envie de dire, difficile que vous avez rencontré? Nous avons rencontré le cas d'une femme
que son mari avait déjà quitté, et le mari était entré dans un autre ménage, mais qui ne voulait plus que la vie continue pour cette femme, qui voulait qu'après lui, elle ne connaisse plus aucun bonheur. Et qui un jour est venu jusque chez elle, lui verser de l'acide dessus. C'est-à-dire, et ils ont 4 filles. Je suis allée la voir à l'hôpital. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, ces filles sont comme dans un état d'hébétude. Pour moi, j'ai l'habitude, mais ce cas m'a particulièrement touchée. Cette femme a perdu un œil, elle a perdu une oreille. Mais aujourd'hui, Dieu merci, elle est debout. Et tellement debout que nous l'aidons. Elle a dit ce qu'elle avait envie de faire. Et nous avons contribué à ce qu'elle reprenne avec très peu d'argent. Mais elle a repris un commerce. Elle est venue il y a 2 jours au bureau. J'étais heureuse parce qu'elle était allée se faire coiffer. Elle s'est coiffée d'une manière à cacher le côté où il y a l'œil et l'oreille qui n'existent plus. Et elle souriait à nouveau à la vie. Vous voyez ce que l'autonomisation peut faire. Vous voyez, comment dirais-je, on a parfois des cas terribles. J'ai beaucoup de choses à raconter. Et le mari, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est en prison, bien sûr. D'accord, ça vous rassure au moins. Oh, bien sûr, vous pouvez compter sur l'INF pour cela. D'accord. Alors, Ayodele, pour vous qui êtes dans l'éducation financière au quotidien, est-ce que vous avez j'ai envie de dire, success story à nous raconter, une femme que vous avez coachée, que vous avez accompagnée, qui aujourd'hui s'épanouit pleinement? Oui. Et avant de partager l'histoire de cette femme, j'aimerais rappeler que la question de l'autonomisation de la femme, ce n'est pas uniquement parler aux femmes. Il est important d'impliquer les hommes parce que à un moment donné, si vous prenez les femmes d'aujourd'hui qui sont déjà engagées, elles ne peuvent plus dire voilà, monsieur, vous me soutenez ou pas. Donc c'est des compromis. Mais avec les plus jeunes encore, on peut encore rectifier le tir et ça c'est par la sensibilisation. Et c'est pour ça nous avec l'association, nous allons dans les écoles et nous sensibilisons et les filles et les garçons sur l'importance de la femme dans la société et également éduquons les petits garçons qui doivent vraiment considérer la femme pour demain ne plus avoir à faire ces combats-là. L'histoire de l'entrepreneur que je vais partager, elle a commencé, elle était dans le secteur informel. Aujourd'hui, je vous dis bien, elle fait plus de chiffre d'affaires que Ourami. Oui. Et c'est l'une de nos fiertés. Et ça n'a pas été sans le soutien de son mari parce qu'à des moments, elle devait voyager, aller hors du territoire pour se faire former, avoir plus d'expérience, rencontrer des bailleurs avec qui on la mettait en réseau. Et ce monsieur a accepté quand même qu'elle parte et a accepté de garder les enfants. Donc, on implore vraiment les hommes parce qu'à un moment donné, on ne peut pas faire le combat avec eux. Et il y a d'autres qui comprennent et qui nous soutiennent. Si les matins très tôt, on arrive à être à la télé à des heures ou les week-ends ou revenir de voyage et être toujours dehors, c'est parce que quand même on est soutenu. Et il est important de remercier ces hommes-là et de faire d'eux vraiment nos avocats auprès des autres hommes quand ils sont ensemble, de parler également à leurs amis pour autonomiser plus les femmes. Quand vous parlez d'éducation financière, est-ce que les jeunes filles vous comprennent? Est-ce que vous avez l'impression que votre discours reçoit un écho favorable? Oui, parce que nous savons parler dans la langue de la personne en face de nous. Quand on parle d'autonomisation financière, c'est pas comme une formule magique. Ce qu'on veut dire, c'est que vous devez trouver quelque chose que vous aimez faire. Soit vous êtes en train de faire quelque chose, on doit trouver dans ce que vous faites une manière de gagner de l'argent et de pouvoir mettre de côté et de pouvoir payer des charges et de faire fonctionner le business pour que le jour, si vous êtes malade, quelqu'un d'autre puisse ouvrir la boutique. C'est aussi simple que ça. Et pour y arriver, il y a plusieurs mécanismes qu'il faut déployer. Si vous prenez, par exemple, les financiers, où aujourd'hui, il y a beaucoup d'alternatives à part la banque. Mais pour qu'une institution vous donne de l'argent, vous devez avoir au minimum un compte bancaire. Si vous n'avez pas un compte bancaire, c'est comme si vous ne faites pas la part entre votre finance personnelle et la finance de votre entreprise. Ça, c'est déjà l'éducation financière. Et aujourd'hui, nous, on a fait du lobbying auprès de plusieurs institutions financières. Et il y a une banque de la presse qui nous fait vraiment confiance, on ne va pas citer la banque, mais qui offre aujourd'hui la possibilité à des femmes d'avoir des comptes
sur une année sans frais de tenue de compte. Vous imaginez? Ça fait une grande différence. Ça veut dire que je peux commencer à épargner, je peux avoir une alternative pour séparer mes recettes et je ne paye pas de charges parce qu'au début, je n'ai pas les moyens de payer des charges. Et si on ne fait pas de lobbying, ces partenaires financiers ou non financiers avec qui nous travaillons ne peuvent pas comprendre nos besoins pour les adapter. D'accord. Alors, maître, il y a des femmes comme Ayodele qui sont aujourd'hui, en tout cas modestement, arrivent à impacter au quotidien des femmes, d'autres femmes donc, dans la société. Il y a de plus en plus de femmes qui prennent la voix, qui donnent de la voix. On a vu le mouvement MeToo, par exemple, aux États-Unis, qui a gagné la France avec Balance ton port, qui a gagné aussi, pourquoi pas, le Bénin avec une célèbre activiste, devenu au fil des jours et au fil des semaines le visage presque du combat féministe au Bénin. Et clairement, de plus en plus, les femmes réclament leurs droits, les femmes commencent à parler. Et l'arsenal juridique aussi au Bénin a évolué pour les inciter plus à prendre confiance en elles, à disposer par exemple de leur corps. On a vu la loi sur l'avortement. Le Bénin fait partie des rares pays à légiférer clairement et véritablement sur l'avortement. Le Bénin a créé l'Institut national de la femme. Le Bénin a toiletté le code électoral pour permettre à plus de femmes d'être représentatifs au Parlement. Est-ce que tout ceci s'inscrit dans un vaste mouvement au Bénin pour permettre à ce qu'on soit un peu en avance sur le temps? C'est évident. C'est évident. Je crois que la bonne nouvelle, en fait, c'est que le chef de l'État et le gouvernement ont placé le renforcement et la valorisation du capital humain au cœur, en fait, de la croissance économique. Ils ont compris que le développement durable et inclusif requiert cela, n'est-ce pas? Et je prends un exemple tout simple. Il y a aujourd'hui un réseau des féministes. Moi, je suis d'une génération où le mot féministe était utilisé avec... beaucoup de pincettes. Voilà, beaucoup de pincettes. Et moi, je fais partie de personnes à qui, quand on demande si je suis féministe, je dis oui. Mais tout le monde ne dit pas oui, n'est-ce pas? Et le réseau des féministes aujourd'hui est composé non seulement de jeunes femmes, mais de jeunes hommes. Et ça, moi, ça me réjouit. Et tout à l'heure, Madame Ayodele a parlé de l'implication des femmes. C'est vrai. C'est extrêmement vrai. Moi, je sais très bien le rôle que l'accompagnement de mon mari, la compréhension qu'il avait de ce que j'étais destinée, j'avais une destinée, que j'étais née pour faire quelque chose de précis, que j'avais une passion et de dire, exerce ta passion, accomplis-toi. Ça a joué un rôle capital dans là où je suis aujourd'hui, n'est-ce pas? Et à l'Institut national de la femme, je vous parlais de ce couple, par exemple. Ce couple, on ne les a pas conduits, on n'a pas conduit le mari au tribunal. Mais on a dû lui parler, en fait, et lui dire, ce n'est pas raisonnable. Lui expliquer que ce n'est pas possible qu'il demande à sa femme de rester à la maison alors que leurs enfants ont faim. Et qu'il a dit lui-même qu'il donne 1000 francs par semaine pour faire manger 5 enfants, une femme, et lui-même il mange dehors. C'est pas possible. Donc, on lui a parlé. Et c'est sous certaines conditions dont nous suivons le respect que la femme est retournée dans le foyer. Donc, la contribution des hommes est importante. Et aujourd'hui, l'Institut national de la femme s'emploie à recourir aux hommes, aux leaders, aux imams, aux pasteurs, aux prêtres, à ces personnes que dans les communautés on écoute pour faire passer le message de la non-violence à l'égard de la femme. D'accord. Alors, Ayodele, je vous sors un peu de votre domaine, enfin, de votre domaine d'expertise, je dirais, qui est l'éducation financière, pour vous demander aujourd'hui, avec ce qu'on observe, d'accord, le mouvement sur les réseaux sociaux, ou du moins, je vais dire, le déferlement sur les réseaux sociaux, de plus en plus de femmes qui prennent la parole. Ici, sous les tropiques, on n'y est pas forcément habitué. On a l'impression que certaines lignes sont en train de bouger, que de plus en plus, ou est-ce que c'est votre avis, que de plus en plus des lignes bougent? Oui, de plus en plus des lignes bougent et on a beaucoup de mobilisation sur les réseaux sociaux. Mais une fois encore, il ne faut pas qu'on perde de vue notre objectif. Les combats, on a les mêmes combats un peu partout.
mais pas avec la même urgence. On ne peut pas faire le même combat que les gens font en Europe, ici, parce qu'on n'a même pas encore les basiques. Quand quelqu'un est malade, même quand il a l'argent, il ne peut pas avoir l'assurance qu'il sera bien soigné. Donc, on a d'autres combats. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire de nos combats. Et il faut également, tout est lié à l'autonomisation financière. Il faut qu'on s'assure que ce qu'on est en train de faire, s'il n'y a pas un bailleur derrière, on pourra le faire. Parce que quand vous dépendez d'un bailleur, à un moment, vous vous alignez sur ce que veut le bailleur. Et le bailleur a d'autres objectifs. Le bailleur n'est pas là pour vous sauver. Donc, vous devez vous-même savoir ce que vous voulez, savoir quelle est votre mission de vie, quel est votre objectif, quel est votre combat. Et vous donnez les moyens de réussir ce combat-là. Mais si vous faites les choses parce qu'il y a des financements ou bien voilà, il y a des bailleurs qui accompagnent les choses, vous allez plutôt induire la grande masse dans l'erreur et vous allez voir plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui font maintenant des combats d'idées. Voilà, vous faites ci parce que vous avez de l'argent, parce qu'on vous soutient et on va se disperser. D'accord, très bien. Alors, on va recevoir Maurice Tantan pour relever les avis des internautes. Quelles sont les stratégies qui permettront, selon vous, aux femmes de parvenir enfin, c'est vraiment entre griffes à leur épanouissement. On va découvrir tout ceci en images avec, bien évidemment, notre réalisateur du jour, Timothée Mouton. C'est la question que nous avons adressée à nos amis internautes. Maurice Tantan est avec nous à plateau pour la lecture des commentaires. Bonjour Maurice. Bonjour Herman, bonjour à tous et bonjour à toutes. Rassurez-moi déjà qu'il y a des femmes qui ont commenté au moins la question du jour parce qu'elles sont rares. Généralement à prendre d'assaut de canaux digitaux. Vous allez voir dans les commentaires. D'accord. Je vous laisse voir ce qui en est dans les commentaires ce matin. De toute façon, la question du jour, vous venez de le rappeler et les internautes ont été très nombreux à avoir réagi. Et vous allez voir dans les commentaires que les avis sont divers et partagés aussi. Il y a beaucoup de suggestions qui ont été déposées par les internautes sur nos pages, sur Facebook essentiellement. Ce matin, j'en ai sélectionné quelques commentaires, donc quelques-uns. Et je vais commencer avec Roland Bocco, qui nous écrit que l'émancipation est pour moi un concept ouvert qui évolue selon le temps et l'environnement social. La femme béninoise avait toujours été émancipées et jouaient des rôles importants dans nos royaumes. Aujourd'hui, elles sont en minorité dans certaines sphères, mais pour changer la tendance, elles doivent s'éduquer et s'approprier nos traditions, écrit Roland Bocor. Évitons de copier les dictats de l'Occident, car nos sœurs devront évoluer dans le contexte national pour devenir leaders chez nous, conclut cet internaute. Jean Zounon a également réagi à la question du jour en disant que la parité que nous souhaitons entre l'homme et la femme sera effective si la femme s'engage véritablement dans le combat. Personne ne viendra d'ailleurs le faire à sa place. L'émancipation de la femme est la fête de la femme et elle doit se battre pour arriver à cette fin, rappelle Jean Kokou Zounon. Toujours sur la page Facebook de 5 sur 7 matin, Ronis Sagbadja écrit « Les femmes savent qu'elles ont besoin de s'émanciper, mais on ne ressent vraiment pas cette volonté, notamment d'un point de vue économique. Beaucoup de femmes ne font rien et préfèrent compter sur l'homme. Il ne s'agit pas, à mon avis, d'un problème de stratégie, mais de volonté. Elles ont déjà tout à leur disposition pour s'émanciper, martèle donc Ronis Sagbadja. » Encore deux commentaires, Rodrigue Manamegan, Freddy Odoulami nous dit « Lorsque nous nous focalisons sur la thématique de cette année pour la Journée internationale de la femme, nous pouvons dire que la femme peut s'émanciper avec le numérique. Avec le numérique, la femme peut faire valoir ses produits en ligne, des activités génératrices de revenus, la promotion des startups et bien d'autres, qui sont autant d'éléments qui favorisent l'accès ou le cheminement des femmes vers l'émancipation. » On va terminer avec le commentaire de Vanessa Sané. Vous avez enfin, je guettais la dame. Vanessa Sané, une femme qui dit émancipation dit forcément autonomie et principalement autonomie financière. À mon humble avis, il s'agit de nous investir plus dans l'autonomisation des femmes. Pour ce faire, il faut leur offrir des formations, les éclairer sur les secteurs de plus en plus innovants, comme le numérique, qui est d'ailleurs le thème de cette année pour la Journée internationale des droits des femmes, l'agriculture, la mode, etc. Les femmes ne peuvent atteindre l'émancipation si elles n'ont pas des activités propres à elle, conclut Vanessa Sané. Voilà, Rodrigue Amigan, chers amis, ce que les internautes ont pensé
donc de la question du jour. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan, même si elles ont été très peu nombreuses. Vanessa a au moins sauvé, voilà. C'est parce qu'on lit les commentaires des femmes en dernier. C'est pour ça qu'elles ne réagissent pas. Et c'est parce que le ciel ne réalise pas souvent. Non. D'accord, on fera l'effort de lire les commentaires des femmes en premier, on verra si prochainement elles vont réagir. De toutes les façons, on n'a jamais choisi de ne pas lire les commentaires des femmes. D'accord. Allez, on va finir ce forum de discussion, maître Huguette Poupin-Akaya. Ici, on fait toujours, et un internaute l'a d'ailleurs relevé, on parle toujours presque, on va dire, de l'importance de la femme dans la société africaine traditionnelle. On cite même des noms. On parle de l'histoire des femmes africaines qui ne manquent pas de belles figures. On fait référence, par exemple, à la reine d'Angola qui a opposé une résistance farouche aux Portugais. On parle des Amazones du Dahomey, symbolisé d'ailleurs par la statue de l'Amazone, boulevard de la Marina. On parle de la princesse ou de la reine Saraounia au Niger, qui a mis fin presque à elle toute seule à la mission Voulez Chanoine, bref. Il y a tellement d'histoires, mais on a l'impression que voilà, tout ça résonne dans notre tête un peu comme une légende urbaine, presque, on a envie de dire. En fait, je pense que peu la connaissent, ces histoires-là. On ne les promeut pas assez. Moi, je pense qu'il faut encourager tout le monde et aussi les femmes à découvrir l'histoire des grandes combattantes du passé. Et l'un des internautes a parlé du fait que les femmes avaient une importance, une place dans la société. C'est vrai, c'est vrai. Et je pense que il n'est pas impossible que le patriarcat ait été renforcé par les périodes coloniales et même post-coloniales où il y avait le coutumier du Dahomey qui prônait que la femme faisait partie des biens de l'homme. Et aussi le code civil Napoléon que nous avons appliqué pendant longtemps et qui est celui de la puissance paternelle, n'est-ce pas, et qui ne reconnaissait pas la femme comme un sujet de droit. Je pense que tout ça a influencé le parcours social des femmes. Parce que c'est vrai que par le passé, les femmes occupaient vraiment des rôles cultuels, elles étaient au devant de la scène pour le commerce, etc. Et j'ai rencontré avec beaucoup de bonheur dans tous les départements des leaders religieux, des leaders traditionnels, des tenants de nos valeurs endogènes qui m'ont dit, si vous voulez, on va travailler ensemble. Nous, on va exhumer pour vous les ingrédients de notre culture, de nos coutumes, sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour faire de la sensibilisation sur la non-violence à l'égard de la femme. Parce que, et l'un des leaders m'a dit, je suis d'accord avec vous, madame, quand vous dites que ce n'est pas béninois, un acte normal d'un béninois que de voir un béninois de 30 ans violer une fille de 12 ans. Je ne pense pas que dans notre culture, il y a quelque chose qui encourage cela. Donc, c'est vrai que nous pouvons puiser dans notre culture, retourner dans le passé pour voir avec quels ingrédients, quelle page de notre histoire qui n'a jamais été développée, nous allons commencer à partager avec la jeune génération. Pour qu'elle sache que, oui, il y a quelque chose d'agodier dans le sang des femmes béninoises. Un peu comme on a commencé par renforcer quelque peu la fierté béninoise depuis quelques temps, bien évidemment, grâce à tous ces chantiers mémoriels initiés par le gouvernement, où on se sent de plus en plus fier d'être béninois. Alors, Ayodele, pour finir, est-ce que vous pensez, d'accord, que plutôt, comme vous l'avez rappelé, d'être dans un combat presque idéologique, dans un combat épars où chacun va de son côté, il faut concentrer les efforts sur, on va dire, l'autonomisation de la femme, et ce sera franchement là le début presque de l'émancipation de la femme. Si toutes les femmes se mettent d'accord pour dire aujourd'hui, d'accord, notre combat doit être pour l'autonomisation des femmes. On laisse tomber, d'accord, un peu de côté les combats idéologiques. Ok, on a lu Simone de Beauvoir, d'accord, mais bon, Simone de Beauvoir, c'est pas de chez nous. Ok, on a le droit de disposer de notre corps. Mais après aussi, l'avortement, franchement, mettons ça de côté d'abord et concentrons-nous sur l'autonomisation des femmes. Est-ce que vous pensez que ce mouvement
qui sera initié par la grande masse sera presque le salut des femmes. Oui, je pense et je crois beaucoup au pouvoir des rôles modèles. De voir des aînés comme Maître Bokbé qui tendent la main aujourd'hui aux plus jeunes pour les soutenir dans leurs initiatives. Il y a 3 ans, je remercie d'ailleurs au passage le RTB et Monsieur Tanton, il y a 3 ans, on avait une initiative des cahiers Mon Patrimoine. Ce sont des cahiers qui racontent l'histoire vraiment des figures du Bénin, l'Amazone, l'histoire des Amazones, nos différentes ministres, les femmes à la tête des directions même dans les entreprises. Parce qu'on a constaté que même à Cotonou, ça va. Mais vous allez même à 2 heures de Cotonou, certaines personnes n'ont pas l'électricité. Ils n'ont même pas Internet. Donc, les enfants ne rêvent pas. Quand vous leur demandez qu'est-ce que vous voulez être demain, ils vont à l'école peut-être avec des cahiers où il y a Ronaldo dessus, mais aucune vision. Et nous, on a pris ces cahiers-là et on a raconté des histoires de Béninois qui ont réussi, d'Africains, pour montrer que cette femme, par exemple, Madame la ministre du ministère des Affaires sociales, elle est docteur avant d'être ministre. On peut faire la politique, mais apprendre un métier. Et donc, c'est des histoires que nous on partage vraiment aux plus jeunes, parce que c'est important d'avoir un modèle. Et quand on a un modèle, je pense que ça règle un peu les problèmes à la base. Mais quand on n'a pas de modèle, après, voilà, l'arbre est déjà sec et maintenant on veut le redresser, c'est un peu plus compliqué. Et donc, je remercie vraiment tous ces aînés aujourd'hui qui nous donnent la main. Je remercie toutes ces personnes-là qui accompagnent les initiatives des plus jeunes et essaient vraiment de se positionner quand même pour donner le modèle africain que nous connaissons en Afrique et qui est le nôtre. Très bien. Maurice, je finis avec vous. Les jeunes générations sont-elles dans le vrai et le bon combat? De toute façon, pour moi, le bon combat, le vrai combat, c'est le combat pour l'émancipation de la femme, c'est le vrai et le bon combat. Et je pense que après, quand les gens font des actions, on peut toujours de loin juger, voir des choses à améliorer, mais il n'y a pas de compromis à faire sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Il n'y a pas de compromis à faire sur la nécessité d'offrir la possibilité pour la femme d'atteindre l'émancipation et tout ce qui a été dit sur ce plateau. C'est autant de choses qui sont importantes à garder à l'esprit et une chose importante que Maître Bokbé Yankadja et Ayodele ont rappelé tout le long de ce débat, c'est que l'émancipation de la femme, c'est intrinsèquement lié à son autonomisation, notamment son autonomisation financière. Et comme un internaute l'a dit, ça passe par la formation, ça passe par l'éducation, ça passe par le renforcement de capacités. Maître, est-ce qu'il y a des activités prévues pour meubler cette commémoration de la GIF 2023 à l'INF? Oui, nous avons une activité vraiment principale sur laquelle nous nous concentrons. Demain, nous recevons les 29 femmes députées parce que nous estimons, déjà nous voulons faire un zoom sur elles, les faire découvrir et le titre que nous avons donné à cette activité, c'est 29 femmes au Parlement. Et maintenant, maintenant que nous avons 29 femmes, que faisons-nous? Comment faire pour que leur mandat soit réussi, produise une plus-value pour que dans 3 ans, on ait envie de les élire davantage? D'accord. Merci beaucoup à vous, Maître Huguette Bokbé Yankadja, d'être passé sur 5 sur 7 matin. Merci également à vous, Ayodele, pour votre disponibilité. On espère, pourquoi pas, vous retrouver très prochainement, toujours sur 5 sur 7 matin. Merci. Continuez la réflexion. On espère que ça pourra changer les mentalités, que ça pourra provoquer un déclic dans la tête, bien évidemment, de toutes ces personnes qui nous suivent. Merci, Maurice Tantan. Et à très vite. Merci. Juste après vous, on installe Marcel Arossi qui va lire pour nous, qui a lu pour nous les journaux. Il en est revenu avec la substance.